Vous connaissez mon amour pour Jean-Pierre Charland et l'été, c'est la belle saison pour se plonger ou se replonger dans ces histoires. Et cet été, on est chanceux. On a droit aux 2 des 3 tomes de la famille Chevalier, la suite de cette saga historique de Maître chez soi. On en jase avec nul autre que Jean-Pierre Charland. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Monsieur Charland? Oui, ça va. Très contente de vous reparler encore une fois, puisque cet été, vous nous invitez à nous replonger ou plonger là, dans cette époque où le Québec était en plein changement, époque que je n'ai pas connue, mais que vous avez connue, et à l'aube de l'année de l'amour, l'année de l'expo, comme le chantait Beau Dommage, ou du moins ce Oui. qui l'entourait. Avant tout, avant de parler de cette histoire et tout, rappelez-nous qui est la famille Chevalier si on ne l'a pas lu. Bon, il s'agit d'une famille de cultivateurs qui habitait la région de Nicolette, en fait, qui habitait la paroisse de Nicolette, et qui a aménagé à Verdun au début des années 60, comme il arrivait très fréquemment à l'époque. La tendance était à l'agrandissement des fermes et ça se faisait par achat des voisins. Alors, les agriculteurs les moins prospères ou ceux qui avaient le moins d'agriculture vendaient et allaient se chercher de l'emploi en ville. Ben, ma famille a vécu ça un petit peu, puis des fois, les fermes se transmettaient de génération en génération par le plus vieux, et après ça, ben, les autres se créaient une nouvelle vie. Rappelez-nous le contexte historique dans lequel vos personnages évoluent dans les 2 premiers tomes de la famille Chevalier. Oui. Les 2 premiers tomes se déroulent en 1966. Un peu 1965, mais surtout 1966. Alors, c'est l'époque où beaucoup de changements sont survenus et d'autres restent encore à venir, mais on espère qu'ils arrivent bientôt. Par exemple, au niveau de l'éducation, le système scolaire est en voie de modification profonde. C'est la création des cégeps. Ce sera la création des universités du Québec un peu plus tard. Le cours classique qui avait dominé tout le secondaire auparavant devenait un peu plus marginal face aux formations que les jeunes pouvaient recevoir à l'école secondaire et au cégep. Au niveau religieux, c'est l'époque de Vatican II. Mm-hmm. Alors, on s'attendait à vraiment des changements en profondeur au niveau de l'Église catholique. Ça a été beaucoup moins que ce qui était espéré. Les gens ont été très déçus, notamment au Québec. Les gens ont été très déçus. On espérait que le mariage des prêtres soit autorisé. On espérait aussi que le divorce ne mette pas en dehors de l'Église toutes les personnes qui divorçaient. C'est-à-dire que aux yeux de l'Église catholique dans son ensemble, une fois divorcé, vous n'avez plus le droit de communier, vous êtes vraiment en dehors de l'Église. Oui, puis ça faisait peur dans le temps parce que la religion était quand même assez implantée. La nouvelle génération le vivait bien, mais pas l'ancienne. C'est ça. Pour les plus jeunes, c'était un espoir. Mais aussi, imaginez toutes les personnes qui s'étaient séparées. Le droit au divorce n'était pas encore acquis. Alors, officiellement, elles demeuraient mariées. Elles continuaient d'utiliser le nom de leur mari, même si ça faisait 20 ans qu'elles en étaient séparées. Et ces personnes-là, qui souvent étaient de bonnes catholiques, attendaient ce changement afin de pouvoir pratiquer leur religion. Mais attendaient aussi la loi sur le divorce, qui va être adoptée en 1967-1968. Parce que c'est assez compliqué. Les lois québécoises ne reconnaissaient pas le divorce. Alors, il a fallu d'abord changer le code civil avant de permettre aux gens de divorcer. C'est Pierre-Éliott Trudeau qui a fait modifier la loi au fédéral, mais au Québec, il a fallu réviser un ensemble de législation et le code civil de façon à rendre la chose possible. Donc, les gens sont dans l'attente de tout ça. Et il y a aussi le mariage civil qui sera institué à cette époque-là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui, ne se sentant pas particulièrement religieux, penchent plutôt vers une union civile.
Alors, ça aussi, ça va venir à la fin des années 60, 67, 68. Mais en 1966, tous ces changements-là sont dans l'air. Tous ces changements-là sont discutés. Et c'est vraiment, et c'est le thème du tome 2 du roman, c'est vraiment comment les générations vivent de façon très différente les changements qui sont à l'horizon. Oui, parce que ça bouleverse les familles, ça les bouleverse à un point tel que dans le tome 2, vous abordez un thème qui est quand même vraiment pas facile, le thème du suicide. C'est quand même gros, là, comment ça se transmettait dans les familles, là, tous ces changements-là. Là. Oui. La question du suicide, je pense pas qu'elle soit... Ça domine pas, là, mais... C'est ça, c'est pas relié avec ces événements-là non plus. En fait, le vrai motif du suicide, c'est une incapacité de s'adapter à la société en changement. L'incapacité de jouer selon d'autres règles que celles qu'on a apprises dans l'enfance. Alors, c'est un problème d'adaptation essentiellement. Et pour les plus jeunes, il est inimaginable de vivre à nouveau comme les parents ont vécu. Et notamment au niveau des relations amoureuses, d'avoir des relations qui étaient condamnées à durer éternellement, même si on constatait après une année de mariage que la relation était très mauvaise. Qu'est-ce que vous voulez que les lecteurs retiennent avec le tome 2, plus particulièrement, surtout en 2024, où on peut faire quelques parallèles ou voir comment notre société a évolué parce qu'on a un recul, là, mais qu'est-ce que vous voulez que les lecteurs retiennent en fermant le livre là, de ce tome 2-là? C'est l'optimisme. C'est sûr que l'évocation d'un suicide fait en sorte que c'est peut-être difficile à croire, là, mais pour mes personnages principaux, enfin pour la deuxième génération de mes personnages principaux, c'est le changement, tout devient possible. Les femmes commencent à travailler, elles commencent à garder leur emploi quand elles sont mariées et quand elles ont des enfants, parce qu'auparavant, mon personnage féminin est institutrice. Alors auparavant, c'était la démission obligatoire quand on tombait enceinte. Oui. Depuis quelques années, on laissait les femmes mariées continuer, mais ça ne durait que jusqu'à la première grossesse. Alors, à cette époque-là, pour une jeune fille de 20-21 ans, ce qui s'ouvre, c'est la perspective d'occuper un emploi, d'avoir une carrière, d'avoir un mari aussi, parce qu'il n'est pas question de faire de sacrifice de ça, d'avoir éventuellement, parce qu'auparavant, pour être une religieuse, une institutrice de carrière, il fallait devenir religieuse. Alors, ça, c'est complètement disparu. Alors, il y a vraiment une possibilité de carrière en tant que laïque dans l'enseignement, puis d'une vie qui, appelons-les complète, entre guillemets, c'est-à-dire autant au niveau du travail, les amours, l'éducation des enfants, tout est devenu différent. Les valeurs sont vraiment changées et on s'intéresse beaucoup plus aux sensibilités des personnes. Alors, ce sont des sentiments qui dominent. C'est pas la morale, ce sont des sentiments qui dominent. Et vous êtes historien, puis vous nous habituez là, avec vos histoires à se replonger dans ce qu'on a été au Québec, entre autres. C'est pas la première fois que vous abordez cette période-là. Il y a eu les livres Génération, les tomes là, de 60-70. Quel parallèle on peut faire avec ces nouvelles histoires? La thématique, j'ai plusieurs romans qui abordent les années 60. Il y a aussi les Picards. Oui. Qui se terminent au début des années 60. Exact. Puis qui commencent au début du siècle, là. c'est ça. Alors, c'est dans tous les romans, et vous le disiez tout à l'heure que je l'avais vécu, là, ce qui me rajeunit pas, mais moi, j'avais 13 ans en 1967. Alors, c'est curieux parce que je voyais tout ce qui devenait possible, mais j'étais trop jeune pour en profiter vraiment. Pour moi, ma vie de jeune adulte, c'est le début des années, c'est 72, 73, 74. Alors, mais à 13 ans, je regardais mes frères aînés, mes sœurs aînées vivre, et il y avait comme une espèce d'impatience d'arriver enfin dans ce monde-là. C'est aussi important au niveau de la culture, au niveau de la musique populaire, par exemple. Tous les grands artistes québécois sont dans les années 60 de jeunes artistes
qui propose quelque chose de tout à fait nouveau. Et comme les voyages internationaux deviennent plus faciles, il y a tous les artistes européens, notamment français, qui viennent faire les spectacles ici. En 1967, vous avez tous les groupes rock à la mode qui viennent jouer à Montréal. Exact. Et c'est des spectacles gratuits qui se donnent sur l'île Sainte-Hélène pendant l'expo. Alors, imaginez n'importe quel groupe, là, vous les retrouviez à Montréal pendant cette année-là. Je pense que ça Jefferson Airplane, par exemple. Oui. Oh mon Dieu. Alors, c'est ça, c'est vraiment une époque là, d'ouverture sur le monde, en fait. C'est ça, imaginez que ma mère écoutait Tino Rossi. Puis moi, j'écoutais Jefferson Airplane. Vous voyez la distance? Ben oui, ça change vraiment. Tu sais, on était l'époque après les Beatles aussi, tu sais, et tout ça. Là, on conclut cette série à l'automne, et comme on est plongé dans la famille Chevalier cet été, on a le goût d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui va arriver à l'automne? Est-ce qu'on conclut vraiment toute cette saga? Oui, en fait, il y a deux choses. Il y a la nouvelle vie qui s'offre à mon personnage masculin qui fait partie de la génération d'antan, lequel s'adapte très bien au changement, lui, contrairement à sa femme. Alors, il y a lui qui a l'occasion de chercher une relation amoureuse beaucoup plus satisfaisante que ce qu'il connaissait. Mais il y a les deux jeunes qui commencent dans la vie. Marie-Paul occupe, dans le tome 2, elle a son premier emploi. Et comme par hasard, elle vit aussi sa première grève, parce que c'est l'époque des grands conflits de travail au Québec. Elle se marie, elle entre dans l'existence. Son frère aîné, qui commence un peu plus tard, parce que ça fait des études universitaires, au lieu de faire l'école normale, a son premier emploi à la toute fin du tome 2. Alors, ce sera la vie de ces jeunes adultes qui sera surtout en évidence dans le tome suivant. Bien, on a vraiment hâte. En tout cas, on passe nos étés puis nos saisons avec vous d'histoire en histoire. Votre été, à vous, ça ressemble à quoi? Écoutez, j'ai devant les yeux le manuscrit. Je suis en train de travailler sur un livre ça va s'appeler Un Canadien à Paris. Et ce sera en 2 tomes. Et c'est ça devrait être publié, le premier tome à l'automne 25 et le deuxième tome au printemps 26. Alors moi, je continue là, à produire, mais pour faire un peu un changement de cadre, l'idée de situer mon roman en Paris me plaisait beaucoup. Ben ça nous plaît aussi, ça nous fait voyager. C'est ça. Et ça se passera en 1936, 37, 38, 39. Alors, c'est intéressant. Sur les années 30, oui. Ah ben on a hâte de voir ça. Monsieur Charland, c'est toujours un bonheur de jaser avec vous. On y va de nouveauté en nouveauté. On rappelle aux gens que la famille Chevalier, tome 1, Une génération dans le vent, et tome 2, l'Épiphanie, sont disponibles chez Urtubise. Le tome 3 s'en vient dès l'automne. Il va s'appeler comment? L'année de l'expo. L'année de l'expo, ça me remplit de bonheur. Monsieur Charland, je vous souhaite un bel été et on se rejase très bientôt de Paris, peut-être. Très bien. Ça sera avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Bon été et merci encore pour toutes ces magnifiques histoires. Merci de m'avoir invité.